C'est un désert, c'est un océan, un mystère. Nicolas Hulot et son coéquipier Jérémy Eloi glissent sur la mer des Bahamas comme sur un mirage. Portés par l'aile du kitesurf, seul moyen pour jouer sur les hauts fonds des Schooner Keys, les deux navigateurs tentent de traverser le miroir des apparences pour raconter l'histoire vraie des Caraïbes. Ils remontent au vent, suivant la ligne de crête d'anciennes dunes géantes englouties. Ici, sous leurs pieds, il y avait une terre. Mais il y a 15 000 ans, c'était hier, cette terre s'est noyée. L'expédition Ushuaïa Nature va explorer ce poudroiement de terre semé du Mexique à l'arc de feu des Antilles, raconter leur origine et découvrir leur fabuleuse diversité. Incroyable, quelle palette! Les Bahamas, en espagnol, ça veut dire les eaux peu profondes. On appelle également ces îles les îles éphémères et pour cause. Depuis la nuit des temps, elles n'ont cessé d'être soit inondées, soit exondées au rythme des variations climatiques et évidemment du niveau des océans. Et il faut vraiment forcer l'imagination pour penser qu'il y a 15 000 ans, ce qui est en soi très bref, en lieu et place de ces eaux transparentes qui grouillent de vie, de violentes tempêtes de sable balayaient ici un immense désert qui depuis a été à nouveau recouvert par l'océan. Mais tout aussi inimaginable de penser qu'il y a 40 millions d'années, l'île de Cuba, qui est au sud d'ici, a fait une très longue dérive depuis le Pacifique jusqu'à l'Atlantique, après avoir perforé le Mexique, et elle est venue s'échouer sur la plateforme des Bahamas, où elle repose désormais. Mais la raison a aussi du mal à accepter ou à visualiser qu'il y a 60 millions d'années, la plus grosse météorite du monde est tombée dans l'ouest des Caraïbes, sur la péninsule du Yucatan, et elle a probablement contribué à l'extinction des grands reptiles, au nombre desquels évidemment les fameux dinosaures, et simultanément à l'avènement des mammifères. Bonsoir, Ushuaïa Nature ce soir évoque l'étonnante et tourmentée histoire des Caraïbes, cette région qui, très certainement plus que tout autre, incarne la dualité de la nature dans laquelle l'homme et la vie se débattent depuis toujours. Une nature généreuse et destructrice à la fois. Ces tremblements de terre, ces éruptions, ces cyclones, ces tempêtes à répétition contribuent à forger ce caractère très singulier des Caraïbes. Et force est de constater que dans les quelques périodes de répit que la nature veut bien concéder, eh bien celle-ci révèle plus de beauté que l'œil, lui, n'est capable d'en assimiler. Sitôt franchi le miroir, surgit de nulle part, les maîtres des lieux encerclent Nicolas et Christina Zenato, protégés par une combinaison de métal. Les requins des Caraïbes, grands nomades et prédateurs absolus de ce désert blanc et bleu, tourbillonnent autour des plongeurs. Christina, spécialiste du comportement des requins, entraîne Nicolas au cœur de cette mêlée de gueules ouvertes. Son objectif ? Placer un requin en état d'hypnose. Dans un premier temps,
Christina attire au plus près d'elle les squales avec des morceaux de poisson. Au même instant, un requin décide lui aussi d'engager le contact. Le prédateur a confondu la main de Nicolas avec un appât. La mâchoire a glissé sur la côte de maille. Christina calme le jeu et met en garde Nicolas. À ce stade de l'expérience, il vaut mieux garder ses bras collés au corps. Le balai s'accélère pour les vivanos, carangues et requins. L'excitation des animaux est à son comble. Au milieu de cette frénésie, Christina, stoïque, concentrée, caresse le museau de chaque animal qui vient se frotter à elle. En une fraction de seconde, elle magnétise un requin plus sensible que ses congénères. Le corps à corps avec l'animal commence. Autour, la ronde infernale se poursuit. Seuls sur un haut fond des Bahamas, Christina et Nicolas, deux gladiateurs dans l'arène, encerclés par la meute, vont tenter de toucher la face cachée des requins. Christina a quelques secondes pour plonger l'animal en état de catalepsie. À tout moment, il peut sortir de son sommeil artificiel et attaquer. Du plat de sa main, elle masse les récepteurs sensoriels du requin, les ampoules de Lorenzini qui garnissent le museau. Les yeux du squale se révulsent. L'animal s'abandonne, comme détendu par le fluide de Christina. À ce moment précis, il atteint cet état que les scientifiques viennent d'identifier sous le nom de tonic immobility. Certains sens sont momentanément neutralisés, d'autres toujours en alerte. Les 2 maîtres de l'hypnose décollent du sol un requin de 100 kg plongé dans un état second, parfaitement docile et confiant. Les requins sont de véritables machines sensorielles bourrées de capteurs dont la complexité reste encore à déchiffrer. Ils sont capables d'entendre, de sentir, de voir, de goûter, de détecter les mouvements, les vibrations et les champs électriques grâce à une panoplie complète d'organes parfaitement adaptés à leur fonction de prédateurs. Ces pseudo-monstres ont en fait une sensibilité à fleur de peau. Christina tente l'incroyable. Immobiliser l'un de ces géants à la verticale, le nez en équilibre dans les 5 doigts de sa main. La communion entre les 2 êtres vivants est parfaite. Pour quelques secondes. Nicolas va remonter de cette plongée avec une perception nouvelle et troublante du monde des requins. L'image de la brute sanguinaire a définitivement vécu. L'hydravion entraîne Nicolas dans la grande aventure des Caraïbes, faite des catastrophes et des inventions de la nature. C'est en plein cœur du Mexique, au centre de la Terre, que tout a commencé. Et c'est là qu'il va rejoindre l'équipe d'Ushuaïa Nature.
Déjà sous terre, l'équipe se mobilise pour installer une curieuse machine à remonter les temps géologiques. Au même moment, Angélica et Leonardo Lopez, deux scientifiques mexicains, spécialistes de la faune des cavernes, pénètrent au plus profond des ténèbres. Leur mission, découvrir une créature quasi invisible, mais qui, depuis des centaines d'années, hante notre imaginaire et attise les peurs. Les chauves-souris vampires se réfugient dans les endroits très sombres. Pour repérer leur proie, elles se servent de capteurs infrarouges, à l'instar de certains reptiles. À l'entrée de cette crypte naturelle, Leonardo et Angélica utilisent aussi des lampes à faisceaux rouges pour approcher les vampires sans donner l'alerte. Sur l'écran de la caméra, les scientifiques repèrent les vampires et réalisent un comptage précis de la colonie tout en restant très vigilants. Cette chauve-souris a besoin de sang au moins une fois tous les 2 ou 3 jours. Elle se jette sur les moustiques et n'hésite pas à s'attaquer aux gros mammifères, chevaux, ânes, porcs, singes, cerfs et occasionnellement à l'homme. Lorsque la chauve-souris vampire repère une proie, elle atterrit et s'approche en rampant à toute allure. Elle peut alors atteindre la vitesse de 1,20 m par seconde. Sa technique de morsure est simple. Elle arrache un petit lambeau de peau avec ses incisives conçues pour découper. Avec sa langue en forme d'entonnoir, elle lappe le sang. La salive contient une substance anticoagulante, la draculine, qui empêche la cicatrisation de la plaie. Le Desmodus peut ainsi vampiriser le même animal des nuits durant. De retour au laboratoire, Angélica et Leonardo manipulent délicatement ces animaux fragiles qui ne pèsent pas plus de 50 grammes. Le gant de cuir est indispensable contre les morsures. Les scientifiques offrent systématiquement à chacun un biberon de sang frais. Dans la nature, chaque chauve-souris a besoin d'une quantité minimale de sang pour survivre, environ 3 centilitres par nuit. Si l'une d'entre elles n'arrive pas à s'approvisionner, elle s'approche d'une consoeur pour lui quémander du précieux liquide. Ce bouche à bouche ressemble à un long baiser, celui qui sauve la vie. Ces créatures, longtemps diabolisées, donnent l'exemple du partage. Les scientifiques viennent de découvrir au fond des grottes ce comportement unique, qualifié d'altruisme. Partout, la forêt recule. Les animaux sauvages disparaissent. Alors, le vampire n'a plus le choix. Il s'attaque au bétail et parfois, très rarement, à l'homme. Cette espèce peut transmettre la rage qui décime régulièrement les troupeaux. Angelina et Leonardo contrôlent régulièrement les étables proches des grottes à la recherche des bêtes vampirisées et parfois contaminées. Ahora ve la etiqueta.
Chaque nuit, mêlés au flux continu des chauves-souris, les vampires s'abattent sur les plaines et les étables, aux grandes dames des animaux endormis. Maître des ténèbres, le chiroptère assoiffé de sang entre en scène. Silencieux, il se prépare à jouer sa partition nocturne. Le petit vient se nourrir aux dépens du plus grand, par effraction dans une sorte de messe noire avec la pleine lune pour seul témoin. L'océan vert du Chiapas porte les marques d'une histoire géologique tourmentée. Des gouffres géants trouent la forêt à l'emporte-pièce. Le géologue et volcanologue d'Ushuaïa Nature, Jacques-Marie Bardentsev, s'aventure au fond du plus profond de ces abîmes. Il parcourt, strate après strate, 1 million d'années d'un feuilleton minéral toujours mystérieux. La péninsule mexicaine s'est pliée en accordéon puis s'est entr'ouverte pour laisser passer Cuba. Cette terre calcaire emporte les stigmates. Isolée, impénétrable, défendue par des canyons de plus de 1000 mètres de profondeur, truffée de grottes ornées où vécurent les ancêtres des Mayas, ce territoire à peine exploré est l'un des derniers refuges du Quetzal, de l'Oslo, du jaguar. Nicolas et Jacques-Marie suivent la rivière souterraine. Ils découvrent des vasques minérales comme des vagues pétrifiées au fil des milliers d'années. Les coups de boutoir de l'eau ont dissous la roche calcaire, creusant sur des milliers d'années une immense marmite dont le couvercle a fini par s'effondrer. Le passage de l'ombre à la lumière, il est costaud, hein, parce que là, on est pile poil dans un puits de lumière qui vous tombe sur la tête. Oh, c'est quand même colossal. Alors c'est un gouffre très impressionnant qui s'appelle le Sótano de la Lucha. Et pour avoir une idée des dimensions, bien, l'ouverture béante c'est 200 mètres de diamètre. Il est parfaitement cylindrique? Quasiment circulaire, oui. Et puis la profondeur, eh bien, avant de descendre, j'avais mis mon altimètre à 0 au sommet. Et là, il est à moins 280. Et alors, donc, tu vois, ce gouffre, il est creusé dans une roche claire, massive, c'est du calcaire. Donc, c'est une roche assez classique qu'on trouve souvent dans les domaines caraïbes et péricaraïbes. Notamment, une roche sédimentaire. Voilà, une roche sédimentaire, on la trouve aux Bahamas, on la trouve ici dans l'état du Chiapas au Mexique, juste à côté dans le Yucatan. Et ce calcaire, alors ce calcaire-là, il date de l'ère secondaire, on va dire environ 100 millions d'années, mais il ne s'est pas déposé en une nuit. Tu vois qu'il est formé de couches, qu'on appelle des strates. Eh bien, une couche de 2 mètres d'épaisseur met 10 000 ans à se former. Donc, une falaise de 200 mètres ou plus met 1 million d'années à se former. Ce qui montre bien que la dynamique du minéral est dans une autre échelle de temps que celle du végétal ou de l'animal. Si on faisait ici, pour voir comment la genèse des choses, il faudrait faire une photo tous les 10 000 ans. Voilà, à peu près. Et là, on verrait la formation de ce gouffre. Alors que si on voulait voir la croissance des arbres, il faudrait faire une photo par an. Voilà. Et pour voir bouger le monde animal, il faudrait faire une photo par jour, sur une année à peu près. Voilà, c'est un ordre d'idée. Donc ça montre aussi quand même que la Terre est vivante. Pour toi, ici, c'est quelque part une sorte de chambre d'enregistrement qui permet d'avoir une espèce de vision d'ensemble de tous ces événements successifs et assez complexes de la région des Caraïbes.
Oui, c'est une région très complexe. Si on veut réexpliquer l'histoire des Caraïbes, il faut remonter à la fin de l'ère primaire. C'est à peu près il y a 250 millions d'années. Tous les continents étaient réunis, on appelle ça la Pangée, un seul continent. Un seul océan, le Pantalassa. Exactement, tout autour. Et après, cela se fracture. Donc la Pangée fait au nord l'Eurasia et au sud le Gondwana. Ouais. Ensuite, on a l'ouverture de l'Atlantique Nord qui sépare l'Amérique du Nord du reste de l'Eurasie. Et ouverture de l'Atlantique Sud qui sépare l'Amérique du Sud du reste du Gondwana. Et à ce moment-là, entre les deux Amériques, il n'y a rien, ou plutôt, il y a la mer Proto-Caraïbe. C'est le début de l'histoire. Et après, on pense que se sont formées des terres, soit au niveau de l'Amérique centrale actuelle, soit même au niveau des Galapagos, des terres volcaniques qui se sont mis à dériver, comme des navires géants, à des vitesses de quelques centimètres par an. Et un des navires s'est échoué sur la plateforme Floride-Bahamas et forme le Cuba actuel. Puis une autre terre, elle est un peu plus loin et a formé Hispaniola. Ce sont les grandes Antilles. Puis encore plus récemment, il y a 40 millions d'années, sont formées les petites Antilles, qui sont toujours actives. Et ensuite, on a eu l'Amérique centrale telle qu'on la connaît aujourd'hui, qui a jeté un pont entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Au fond du gouffre, à 300 mètres sous terre, l'équipe troglodyte d'Ushuaïa, encadrée par Stéphane Girard et Guy Moxon, prépare cette ascension à haut risque sous la direction de l'aérostier Vincent Dupuis. Dans le tumulte de la rivière souterraine et en pleine moiteur tropicale, l'énorme enveloppe se gonfle au rythme des brûleurs qui vomissent de la chaleur. Nicolas a pris place sous le Cloudhopper. Géraldine Rieux et Guy Moxon extraient lentement le ballon de son cocon pour le positionner au centre du Sotano. L'enveloppe ne doit en aucun cas toucher la paroi rocheuse sous peine de déchirure. Tu penses qu'en période de crue, ici, la cavité, l'entrée de la bouche là, est complètement inondée? Ça monte jusqu'où? C'est la marque noire qu'on voit là? Voilà. En période de crue normale, c'est la moitié. En période de crue cyclonique, toute la rivière ici, les blocs, sont entièrement recouverts par l'eau. Quand je suis arrivé par la grotte, dans la rivière, quand je marchais dans la boue, dans la vase, ça grouillait de ces petits poissons qui doivent faire partie de la famille des silures. Ce sont ces poissons-chats blancs. Ces poissons-chats. Et qui ont été découverts, je crois, par un biologiste italien il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a 20 ans. Ce biologiste italien, il développe une théorie comme quoi toutes ces cavités dans le Chiapas servent, quand il y a des grandes modifications écologiques, s'il y a vraiment une dégradation du vivant en surface, ça sert de refuge à des espèces biologiques. Et quand les périodes redeviennent plus normales, ça réactive la nature. Et cette dégradation, elle peut être due soit à un aléa climatique naturel, soit éventuellement, comme ça a été le cas du temps des Mayas, à une mauvaise utilisation des sols. Des sols, oui. Ouais. Là, les conditions sont idéales à partir de maintenant. T'as vérifié la paroi, Steph? Oui, on a remis de la relever. Bon, là, maintenant, il n'y a plus de déport. Donc là, tu vas rester centré tout le long. Okay. Si jamais tu déportes un tout petit peu, normalement, il y a un contre-courant qui te ramène. Donc, Mais enfin, j'attends pas pour réagir parce que j'ai vraiment pas le droit d'aller toucher la paroi. Ah, pas du tout. Non. Pour information, là, tu as des vents donc de 300 là, actuellement. C'est parti. Les lois de la physique. Nicolas, par un long coup de brûleur, déclenche l'ascension. La manœuvre est périlleuse. Ça passe, ça passe. La moindre turbulence peut envoyer le ballon se fracasser sur les parois du gouffre. Plus il monte, plus il s'expose aux rafales et aux blocs de calcaire qui peuvent se détacher à tout instant. Du centre de la Terre au monde désert, Nicolas, sous le regard de son équipe et des guides mexicains, vit un moment digne d'un héros de Jules Verne.
Enfin, le Cloudhopper se libère des entrailles du Chiapas, salué par le vol de dizaines de perruches. Les vents entraînent maintenant ce vaisseau gonflé à bloc vers l'est, vers la péninsule du Yucatan, véritable livre ouvert sur l'histoire des Caraïbes. Les Mayas vivaient ici. Pour invoquer leur dieu, ils s'enfonçaient dans les grottes noyées ou au contraire lançaient des pyramides vers le ciel. Tout comme celle de Calakmul, une mégapole dans la jungle que survole Nicolas. Un réchauffement climatique de quelques degrés a suffi à précipiter ces sociétés hyper centralisées dans le chaos, puis le néant. Aucune de leurs prières, même la plus ardente adressée au dieu de la pluie, n'aura suffi à les sauver. C'est ici, dans le Yucatan, entre les deux Amériques, que la terre s'est ouverte pour laisser passer une île à la dérive, Cuba. Ushuaia Nature poursuit sa route vers les marais cubains à la recherche d'une espèce rarissime, le crocodile de Cuba. Laurent Balesta, guidé par le naturaliste cubain Eduardo Abreguera, suit la piste du saurien, un crocodile endémique bien plus dangereux que son cousin américain. Avant l'expédition dans la Ciénaga des Zapata, Eduardo doit consulter le prêtre afro-cubain qui va interroger les divinités des puissances animales. Pendant ce rituel de Santeria, cocktail de christianisme, d'animisme et de vaudou, hommes et femmes entrent en transe. La Santeria est un culte d'origine africaine encore très vivace à Cuba. Les esclaves déportés en masse dans les Caraïbes ont apporté avec eux leur religion, seul refuge spirituel dans leur déracinement. Les Santeros continuent de prier leur Dieu pour résoudre leurs problèmes quotidiens. Le prêtre invoque l'esprit du crocodile et entre en communication avec les puissances des marais. Eduardo, la main posée sur un crâne, tente de se concilier les forces de l'animal. Le lendemain, Eduardo et Laurent, sur une pirogue, descendent le cours du Rio Atiguanico. La Ciénaga a été une terre de refuge pour les Indiens Taïnos à l'arrivée des Espagnols. Puis les chasseurs de crocodiles, les redoutables crocodileros, ont investi ces marais. Aujourd'hui, ils sont devenus les meilleurs alliés des sauriens et risquent leur vie pour les protéger. L'eau est très claire ici, hein? Oui, c'est une résurgence qui est profonde. Le trou fait à peu près 20 mètres. C'est un mélange d'eau douce et d'eau salée. On peut voir des poissons crocodiles, des tortues, et on peut même apercevoir le crocodile de Cuba.
Ça, c'est peut-être la maison d'un crocodile géant. Ah, c'est possible. Ce trou peut lui servir de refuge temporaire. Sur les conseils d'Eduardo, Laurent Balesta plonge pour inspecter cette résurgence d'eau saumâtre. À la surprise du plongeur, la faune est riche de poissons-chats, tilapia et tortues. Curieusement, la Ciénaga de Zapata est alimentée par un réseau de résurgence qui draine eau douce et eau salée. Perçant le nuage d'eau douce troublé par l'apport de sel, Laurent retrouve les eaux translucides du Rio. Ces eaux de pluie se sont accumulées au cœur du plateau calcaire et ressurgissent pour alimenter le plus grand marécage des Caraïbes. Au fil de sa progression, il débusque par chance un animal extrêmement rare, un fossile vivant, le manguari, un poisson crocodile préhistorique. Sorte de collage de plusieurs espèces, cet animal semble encore hésiter entre rester poisson ou devenir vrai crocodile. Les Cubains tentent le tout pour le tout afin de sauver le manguari menacé par les envahisseurs de la Ciénaga, les poissons-chats. Laurent a rejoint la zone des herbiers de nénuphars et de jacinthes enchevêtrés. C'est le territoire de prédilection du crocodile. Le rhombifère crocodilus est là, comme sorti du déluge. Il est le plus rusé de tous les sauriens. Il régnait jadis sur toutes les Caraïbes, chassant en meute organisée comme les lions. Il n'hésitait pas à s'attaquer aux dinosaures et aux paresseux géants qui hantaient les marais. Le fameux chasseur de dinosaures, Barnum Brown, a découvert il y a 100 ans, au fond des eaux de la Ciénaga, les dents d'un croco planté dans le squelette fossilisé d'un paresseux géant. Le face-à-face entre Laurent et le crocodile est électrique. Ce reptilien, hier omniprésent dans toutes les Caraïbes, ne survit plus que dans les marais de Zapata, jalousement défendus par les biologistes. Il rend coup pour coup et dent pour dent à son principal adversaire, le crocodile américain, qui insidieusement tente d'infiltrer la Ciénaga.
Laurent Balesta poursuit sa plongée dans les profondeurs du plateau calcaire. C'est le même massif karstique, criblé des mêmes trous d'eau, qui forment le socle du Yucatan et des Bahamas. Cette couronne de piscines naturelles est la conséquence d'un énorme cataclysme. Le choc d'un objet venu de l'espace sur une terre minée par l'eau et plusieurs fois noyée au rythme des glaciations. Il y a 65 millions d'années, une météorite géante s'écrase à Chicxulub, sur la péninsule du Yucatan. Des vagues géantes submergent les rivages, la poussière masque le soleil et plonge la planète dans l'obscurité. La plupart des scientifiques pensent que l'impact de cette boule de feu a été l'un des facteurs de l'extinction massive d'animaux, dont les dinosaures. De ces accidents géologiques, les Mayas ont fait des lieux sacrés, confiant au secret du calcaire leurs morts, leurs trésors et leurs rituels. Carmen Rojas a déjà cartographié 175 cénotes du Yucatan portant les traces du monde maya. L'archéologue conduit l'équipe d'Ushuaia Nature à Calaveras, au cœur de la Selva Espinosa, la forêt épineuse qui protège l'accès de ces mondes engloutis. Vous êtes la première à travailler ici? Oui, la première archéologue à travailler ici. Et c'est un site important pour vos travaux? Oui, c'est un lieu unique au monde. Qu'est-ce qu'on appelle un cénote? C'est juste un puits, Un simple puits comme celui-là? Non, les cénotes sont une combinaison de grottes. C'est un mot maya. C'est un mot maya qui signifie « sans fond ». Dans la région où nous sommes, le niveau de la mer était très bas, au Crétacé. Puis, il y a 65 millions d'années, il y a eu un immense impact de la météorite Chicxulub. Le niveau de la mer a encore baissé et les terres ont émergé. Les pluies et les acides organiques ont fait leur travail et formé des grottes sèches. Ensuite, ces grottes ont été inondées à nouveau il y a 10 000 ans. Donc très récemment. Oui, très récemment. Là où nous allons plonger, les premiers humains qui vivaient ici ont trouvé ces grottes sèches. Puis, les Mayas, il y a environ 2000 ans, ont découvert ces mêmes grottes inondées, tout comme ce cénote que nous voyons ici. Chaque cénote possède sa part d'énigmes. Chacun d'eux est un passage dans le temps. Oh, magnifique. Tu vas voir, il y a beaucoup d'ossements en dessous. Let me help you with my gear. Okay. Plusieurs hypothèses tentent d'expliquer la présence de corps dans les cénotes. Sacrifice humain, sépulture rituelle ou fosse commune. Quel rôle jouait vraiment le cénote de Calaveras? Pour le savoir,
Carmen Rojas a étudié chacun de ces squelettes, la position des os, la présence de marques sur les crânes, les décorations sur les dents. Les découvertes de Carmen dans les cénotes du Yucatan lui ont permis de mieux comprendre les multiples usages des cénotes par les Mayas. Selon Carmen Rojas, les corps ont dû être déposés là lorsque le niveau de l'eau était plus bas. Pour garantir la pluie et le soleil et maintenir l'équilibre subtil de la nature, les prêtres mayas invoquaient Chac, soutien de la vie et dieu de la pluie, qui vivait dans les profondeurs des cénotes. Si la sécheresse, la guerre ou tout autre danger les menaçait, les Mayas pratiquaient des rites complexes. Par exemple, ils se perçaient la langue et les lobes des oreilles avec les arêtes des raies pastenagues et recueillaient le sang sur du parchemin qu'ils brûlaient en guise d'offrande. Parfois, un grand prêtre ouvrait la poitrine d'une victime avec une lame de pierre et en arrachait le cœur encore palpitant. Mais le cénote de Calaveras livre une toute autre vision des Mayas, bien moins sanguinaire. Attention à la tête. Muy despacio. Quel rapport les Mayas entretenaient-ils avec l'eau et les cénotes? Les cénotes étaient la connexion entre le monde des morts et celui de la surface. C'était donc à la fois des lieux de vie grâce à l'eau pure, mais aussi les lieux des morts. Tout commence ici et tout finit ici. Il y a peu de temps encore, on disait « quand on a un squelette dans un cénote, cela provient certainement d'un sacrifice ». Oui, c'est ce qu'on pense encore aujourd'hui. Oui, mais je ne pense pas que ce soit des sacrifices. Ils ont été exhumés de leur tombe et déposés ici. Et aussi, nous n'avons pas trouvé de traces de sacrifice, telles que des marques de coups sur le crâne, des traces de décapitation ou d'extraction du cœur. Il n'y avait aucune trace de ce genre sur les ossements que nous avons analysés. Donc pour vous, c'est une légende cette histoire de sacrifice? Il y a des cénotes où l'on pratiquait des sacrifices, mais je ne crois pas que c'était le cas ici. Pas ici. Qu'est-ce qui lui est arrivé? C'est très intéressant. C'est une déformation du crâne qui a été faite à l'aide de plaquettes de bois quand il avait 5 ans ou un peu moins. On le faisait aux hommes comme aux femmes. Aux hommes comme aux femmes, dans un but esthétique. Il pratiquait également des décorations sur les dents, en les érodant. Voyons si les dents sur la mâchoire inférieure portent des décorations. Non. On n'en voit pas sur celle-ci, mais sur d'autres, on a trouvé de véritables décorations qui obéissent à des modèles qui se répètent symétriquement sur les dents des deux mâchoires. Et récemment, vous avez découvert dans une grotte Maya 4 squelettes qui pourraient être les plus vieux squelettes d'Amérique. C'est une découverte extrêmement importante. Oui, ce sont des squelettes pré-mayas. Ils ont été découverts non pas dans un cénote, mais dans une grotte profonde. Au Yucatan. Oui, à Quintana Roo, dans la péninsule de Yucatan. Un squelette de femme datant de 13 000 ans. Ce qui veut dire que c'est la plus vieille femme découverte en Amérique à ce jour. Ça pourrait donc vouloir dire qu'il y avait des hommes en Amérique du Sud avant l'Amérique du Nord. Cela pourrait donc changer toute l'histoire, car jusqu'à maintenant, la thèse officielle, c'est que les hommes sont arrivés du Nord par Bering. Oui, mais l'histoire peut toujours changer.
Donc l'histoire est toujours ouverte. Oui, toujours. Les cénotes nous parlent d'histoires bien antérieures à celles des Mayas. Ces trous ont piégé les premières traces de vie. Ce sont les glaciations qui ont permis aux animaux, puis aux hommes, de voyager d'un continent à l'autre. L'histoire des Caraïbes est liée aux humeurs de la Terre. En 1995, le cratère de l'île de Montserrat, situé dans les petites Antilles britanniques, explose. Le sommet du volcan est pulvérisé. Un énorme jet vertical de cendres, de gaz et de roches porté à plusieurs centaines de degrés jaillit du cratère et dévale les pentes de la soufrière à la vitesse d'une avalanche, emportant tout sur son passage. Nicolas Hulot va explorer cette terre d'apocalypse. Au laboratoire de volcanologie de Montserrat, les scientifiques surveillent depuis des années le volcan. En 1995, puis en 1997, les indicateurs passent au rouge. Les explosions volcaniques se succèdent sans trêve. Le volcan s'est définitivement réveillé. Les gaz magmatiques se libèrent de façon explosive et génèrent des nuées ardentes qui dévalent les pentes du volcan à la vitesse de 200 mètres par seconde. Le mélange de roches, cendres et vapeurs vomies par le volcan souffle les forêts avoisinantes et explose les maisons. Les poussières qui se dégagent du cratère grimpent jusqu'à 6000 mètres d'altitude. L'île entière est en fumée, des nuages de cendres retombent en pluie brûlante. Même la mer ne peut arrêter ce flux infernal, courant sur des kilomètres. Plymouth, la capitale de l'île, comptait 3000 habitants. Aujourd'hui, c'est une cité fantôme. Rues et habitations sont ensevelies sous un lit de cendres d'une dizaine de mètres. 19 personnes y ont perdu la vie. La zone reste interdite, les éruptions et les nuées ardentes sont quotidiennes. Nicolas Hulot rejoint sur Montserrat le volcanologue français Nicolas Fournier, qui observe jour après jour les humeurs des volcans. Ça, évidemment, quand tu vois ça, ça calme. Hein. Un petit peu, un C'est petit là que tu peu. te rends compte qu'il y a un rapport de force qui s'est inversé. Hein. C'est que quand la nature parle, elle cause. Ouais, c'est complètement démesuré. En fait. Ouais. C'est impressionnant. Hein. Ça donne une image de ce à quoi pourrait ressembler notre planète si on ne fait pas gaffe. si on ne cesse de rompre les grands équilibres. Alors ça, c'est Plymouth. Ça, c'est Plymouth, tout à fait. La capitale, en fait, l'ancienne capitale de Montserrat, qui a été évacuée puis détruite en 97. Ce qui est complètement dingue, c'est qu'avant 95, ce volcan n'avait pas montré de signe d'activité depuis... Depuis des centaines, milliers d'années, c'était un volcan qui, la plupart des gens considéraient que c'était un volcan éteint. Et puis en fait, à peu près une centaine d'années avant l'éruption qui a commencé en 95, ouais. Nous avons eu des crises, ce qu'on appelle les crises sismiques, donc des tremblements de terre liés au volcan, à du magma qui remontait probablement. Tous les 30 ans, on a eu des crises comme ça, mais rien ne se passait. Et puis en 95, par contre, quelque chose de complètement différent, crise sismique très marquée avec du magma qui cette fois-ci a atteint la surface. Ça veut dire que vous avez pu prévoir la chronologie des événements ? Mais on a eu de la chance parce que l'éruption qui a détruit vraiment la capitale n'était pas une éruption qui était soudaine. Ça faisait à peu près 2 ans que le volcan entrait en éruption. Donc c'est quelque chose que l'on a pu suivre et grâce aux instruments qu'on a et aux techniques qu'on a, ça a vraiment permis justement de voir un petit peu comment évoluer la chose. Ce qui fait qu'il n'y a quasiment pas eu de victimes. Les seules victimes qu'il y a eu, c'est des gens qui sont
retourner, chercher des affaires dans des maisons, des choses comme ça. Tout à fait. Lors de cette éruption ici, en fait, il n'y a eu absolument aucune victime sur Plymouth. Donc ça, ce fut vraiment un succès de ce côté-là. Par contre, effectivement, de l'autre côté du volcan, un petit peu plus du côté est, des gens sont entrés dans la zone d'évacuation, soit des fermiers, pour essayer de revenir dans leurs champs, essayer de faire poursuivre un petit peu l'agriculture, parce qu'il faut bien vivre. Ou alors des gens qui ont essayé de récupérer des choses dans leur maison qu'ils avaient évacuées. Et puis ils sont malheureusement au mauvais moment, quoi. Donc des coulées pyroclastiques sont descendues du volcan et ont balayé donc à peu près une quinzaine de personnes. Alors il faut rappeler ce qu'on appelle les pyroplastiques, hein, ce sont des gaz. Hein. Tout à fait. Alors en fait une coulée pyroclastique c'est un autre nom pour quelque chose qu'on connaît un peu plus, qui s'appelle une nuée ardente. Ouais. C'est ce que vous redoutez le plus. Hein. Tout à fait, c'est un des phénomènes les plus violents au niveau des volcans. C'est moins spectaculaire probablement que des coulées magmatiques, tout à fait, mais c'est beaucoup plus dévastateur. On arrive à des vitesses de plusieurs centaines de kilomètres par heure. Des températures de plusieurs centaines de degrés. Donc c'est un mélange de gaz très très chaud comme ça en suspension avec des particules et des blocs aussi. Donc tout ça va à une vitesse folle et puis une onde de pression, une onde de chaleur et donc c'est quelque chose de complètement dévastateur. Ah, c'est dingue parce qu'il y a une fraction de rue qui a été épargnée. Indemne. T'as une petite ronçon de bitume là. Ouais, tout à fait, tout à fait. Et là, juste le toit. Ouais. Petit échantillon de l'apocalypse, quoi. Ouais, c'est à peu près ça. Ouais. Le souffle de la Terre a figé le temps et transformé Montserrat en une sorte de Pompéi des Caraïbes. Ce qui était jadis un petit paradis s'enfonce chaque jour un peu plus dans un linceul de boue. Là, sous nos pieds, c'est pas simplement de la lave. Là, il y a tout, là. Parce que dans un premier temps, il y a eu une coulée de lave. Tout à fait, ouais. Et après, il y a eu des coulées de boue. Et puis au cours des années, beaucoup d'éruptions déposent de plus en plus de cendres sur les parties supérieures du volcan. Et chaque fois qu'il pleut énormément, ça crée des coulées de boue. Et donc en fait, chaque année, la ville est complètement en train de s'engloutir, s'enfouir. En fait, Plymouth s'enfonce, enfin, en fait, c'est pas elle qui s'enfonce, elle est submergée Tout petit à à fait, petit. ouais. Ce qui veut dire qu'à terme, en tout cas pour les maisons qui sont dans ce lit-là, on n'en verra plus du tout aucune trace. Ah tout à fait, ouais. Chaque année, c'est vraiment visible, on voit vraiment la différence. Ouais. Donc la civilisation caraïbe est quelque part inféodée à l'activité tectonique. Ouais, il n'y aurait pas eu de volcanisme, la plupart des Caraïbes n'existeraient pas. Paradoxalement, ces bouleversements sont aussi porteurs de vie. Plantes, graines et animaux voyagent dans le souffle des cyclones ou sur des radeaux naturels arrachés à la terre par les ouragans et les tsunamis. L'archipel de Bimini, au nord-est des Bahamas, est depuis longtemps synonyme d'Atlantide, un continent mythologique partiellement disparu à la suite d'un cataclysme, raz-de-marée ou montée des eaux brutales. On sait aujourd'hui que le niveau moyen des mers a augmenté de 110 mètres en 15 000 ans et que l'archipel des Bahamas représente seulement les vestiges de terres émergées beaucoup plus importantes. Aux Caraïbes comme ailleurs, les mangroves garantissent la survie des îles en les protégeant de l'érosion et de l'élévation du niveau des eaux. Dans cette forêt montée sur échasse, Laurent Balesta piste les locataires de ce refuge naturel. À chaque marée, les eaux de l'Atlantique et les courants chauds du golfe du Mexique se mélangent et créent un formidable garde-manger. Ces mangroves servent de pouponnières pour des milliers d'espèces, mérous, vivaneaux, langoustes, qui vont à leur tour nourrir le maître des lieux, le requin citron. Ce petit lagon de Bimini est une véritable nurserie pour les squales, un endroit où les requins citrons peuvent naître, manger et grandir sans être inquiétés par les prédateurs du large. Laurent a rendez-vous avec le docteur Samuel Gruber, un chercheur américain qui dirige ici la plus importante station de recherche au monde sur les requins citrons.
On va essayer aujourd'hui d'intercepter des femelles prêtes à mettre bas. À l'intérieur du lagon? À l'intérieur de ce lagon peu profond, oui. Plus exactement, elles arrivent par ici. Elles mettent bas dans cette zone, là où les bébés vivront les premières années de leur vie. La première chose que nous allons faire, c'est de capturer le requin, le mesurer, lui prélever un échantillon génétique et le marquer, puis on le laisse aller. Après une quinzaine de minutes, on le rattrape pour tenter de lui insérer ce marqueur. Uniquement sur des femelles pleines? Uniquement les femelles adultes, pas les mâles ni les juvéniles. Laurent embarque avec l'armada des scientifiques. Il va vivre une expérience inoubliable. Le professeur Gruber, casquette blanche, bottes blanches et bandana rouge, dirige la manœuvre. L'objectif du Shark Lab, capturer une femelle adulte. Le docteur Gruber explore cette lagune depuis 25 ans. Il a créé la plus importante base de données au monde sur une population de requins. L'équipe scientifique repère une femelle. Gruber manœuvre pour la capturer le plus délicatement possible. La tension est vive. Le capitaine Gruber tente de mettre un peu d'ordre dans ses troupes. Ces mordus de requins passent de longues journées à étudier les squales, mais chaque capture est un nouveau défi. Au terme de ce rodéo aquatique, la femelle requin citron est immobilisée, prise au lasso. Les scientifiques doivent attendre une demi-heure avant de s'en approcher. Le temps nécessaire pour que l'animal se déstresse. Dans les pas du maître, les troupes se rapprochent prudemment du requin venu mettre bas dans ce lagon. Première étape, mesurer l'animal. Woo! Big shark! 268! 2,68 m. All right, step back away from the shark. Step back and... 226 was fork. I'll go get the picture. When I lift it, it might start swinging, okay? I'll hold the read button down. Yeah. Is it reading? Gently now, gently. Ready. Pick her up. Ready? Gently, real gentle. She sucks on the bottom. Yes! Oh! Oh! Cette explosion de joie est justifiée. Ce requin est un vieil habitué du lagon. We caught this shark before. It might have been born here. He born here. Maybe. Ça fait des années que ça leur est pas arrivé. C'est une femelle qui a déjà été marquée. Elle est née ici probablement. Ils la retrouvent. Et en plus de la retrouver, elle fait des petits. Donc ils vont pouvoir suivre 2 générations complètes. On a vraiment eu la chance d'être là aujourd'hui. Un à un, sous les yeux ébahis des biologistes, les bébés quittent le ventre de leur mère. Chacun des nouveau-nés doit être pesé, mesuré et marqué. Sa nageoire dorsale est grattée pour étudier son ADN, qui va permettre de reconstituer son arbre généalogique. Vivipare, les requins mettent au monde des jeunes déjà formés qui naissent avec les meilleures chances de survie. À peine sortis du ventre de la mère, ils sont déjà autonomes et capables de mordre. Instinctivement, la femelle bloque le nouveau-né dans sa mâchoire. Sans doute un réflexe de prédateur, mais l'instinct maternel l'emporte. À chaque naissance, le placenta et le cordon ombilical sont éjectés du ventre de la mère. Comme chez les mammifères, la viviparité permet aux jeunes requins d'affronter plus efficacement leur environnement. I get really nervous because I love these sharks. Maybe you can be bite inside, no? I did last when I went inside and got it out. Yeah. This is too exciting. Yeah,
I saw that you are very exciting. This is unbelievable. Oh, wicked. Good. Cut off the excess. Cut off the excess and we can let it go. Yeah, and then we'll let it go. Une balise satellite est fixée sur l'aileron de la femelle. Ce transmetteur solidement amarré va permettre aux biologistes de suivre la migration du squale pendant plusieurs mois. That's good. That's good. He'll bite the boat, but that doesn't matter. Stay out of his way. Stay out of his face. So he'll turn around and bite anything he can. All right, good. Good. Under control. Completely. Reach under and grab the other tag. Placé sur le dos, le requin, en catalepsie, est prêt pour la seconde phase de l'opération. All right, good. Good. Under control. La greffe d'un marqueur qu'il conservera toute sa vie. Take your time. Take your time. Take your time. Don't fuck up. Urine. So now you will know when you come here. Yes. Yes. And we'll know where it went. Can you lift her up a bit so it's out of the water a little? You okay? Yeah, I just need, can you put, or even you, Lauren, can you kind of lift it to the back? So Just take your hand gently and do that. Gently, real gentle. Just so it's That's- kind of oh, out. look, baby here. Oh, the baby. Baby coming. Can I hold it? Yes. You can gently pull it out. Gently, real gentle. Very gentle, very gentle, very Dans les mains de Laurent Balesta, very gentle. un nouveau-né fait son apparition à la surprise générale. Ready when you are. Gentle, gentle, very slow. C'est le 18e Slow. et probablement dernier que délivre cette femelle. Gentle and slow, gentle and slow. Slow, 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 slow. Okay, finger on top. Incroyable. Ready. And after I hold it. Hold it right there. Hold it right there. And keep it in the water. Incroyable. Incroyable. Is that something? You just don't worry about my finger. C'est bien. That's it. All right, Steve, good job. The beauty Long of life to cutting you. hemostats. She's still actively pumping, guys. So she's Good, good. Okay, one more thing. One more. She wants to go there. Do we want to Ils sont complètement fous, mais c'est quand No, même not now. magnifique. We'll do that later. Now I can understand why you became crazy. Crazy, crazy. That is crazy. There's more in there. Looks good. All right, I'm All gonna. right, peck rope off. Be careful now. Be careful. Okay, watch out. Be careful. Camera guy. Be careful. Be careful. Libéré, le requin citron nage vers un avenir en demi-teinte. Les Bahamas protègent leurs requins contre la pêche commerciale, mais les mangroves de Bimini sont menacées par la déferlante des marinas. Le docteur Gruber a du souci à se faire pour ses protégés. Les deux bateaux de l'expédition se rejoignent en haute mer, au nord de Grand Bahama, au lieu-dit Tiger Beach, un haut fond où se croisent plus de 40 espèces de requins citrons géants, grands marteaux solitaires, bulldogs, bleus, soyeux, requins-baleines. Nicolas rejoint le bateau de plongée où l'attendent Laurent Balesta, Yann Hubert et l'équipe de scientifiques venus de Bimini. C'est charmant votre tuyau, on est déjà dans l'ambiance. T'as vu la taille? Des requins citrons adultes, hein, là on peut pas se tromper. Ah, il y en a partout autour. Hein. Ouais, Il n'y a pas de tigre du tout pour Pas l'instant? encore, ils vont arriver. Ouais, il pourrait y en avoir, ouais. Mais pour l'instant, c'est que des requins citrons. Apparemment, jusqu'à une trentaine possible, que des adultes. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier, les requins citrons, tant sur le plan comportemental que Déjà pour les sur le plan reconnaître, social? pour les reconnaître, c'est facile. Hein. Il y a les deux nageoires dorsales qui font quasiment la même taille, donc, ce qui est peu courant chez les requins. La couleur qui est quand même, c'est vrai, un petit peu jaunâtre. Ouais. Et puis là, en l'occurrence, c'est un peu exceptionnel ici d'en avoir autant d'adultes en même temps. Ailleurs dans le monde, du requin citron, il y en a sur toute la ceinture tropicale. Il y a deux espèces, mais enfin, c'est à peu près la même chose sur toute la ceinture. Sauf qu'en général, c'est des individus plutôt solitaires. Quand il y en a 3 ensemble, c'est énorme. Mais Et ici, aux Bahamas, il y en a la réputation 10, du requin citron est quand même très mauvaise. Donc, la réputation qu'il a, c'est d'être un requin qui est assez caractériel et qui aime surtout pas du tout le contact. Il Tu aime veux dire pas qu'on qu'on peut le avoir des touche. pépins avec les requins citrons?
Rien n'est impossible, rien n'est impossible. J'en ai avalé un d'ailleurs à Bimini, Pépin, quand ils ont essayé. Il ne faut pas presser le requin citron, ça jamais. Il supporte pas la pression. J'ai ouï dire qu'à Bimini, ça avait été chaud. Ça a été très chaud. Ça a été très chaud, oui, ça a été très Je chaud. peux voir la pièce à conviction? L'animal qu'on a eu a été très gentil, mais un petit coup de dent dans la combinaison pour calmer le jeu. Un citron? Ouais, un gros requin citron, presque 3 mètres. D'ailleurs, Vous allez aller plonger, vous, là? Écoute, on va d'abord t'y envoyer, puis on ira juste après. Bon, allez, on va voir ça. Ça commence fort. L'équipe se prépare pour une plongée très spéciale au milieu des carnassiers attirés par l'homme. À choisir, franchement. Il n'y a plus à bouffer sur toi. Je suis résigné. J'abandonne mon corps à la science. Est-ce que la science en veut? Non, mais les requins, oui. Il y a quelqu'un qui a ouvert la cage, là. J'avais dit de ne pas les laisser sortir. Box is ready, John's ready. Okay, let's do it. Au cœur de cette ronde infernale, les biologistes du Shark Lab entrent en action. Leur mission ? Prélever un fragment de peau sur les grands requins citrons. Le harpon ne fait qu'effleurer la cuirasse. Ils initient Nicolas à cette technique. Tout l'art de cet escrime consiste à échantillonner le requin sans le stresser, ni se faire surprendre par un mouvement d'humeur du squale. Après le corps à corps, les précieux fragments d'ADN vont rejoindre la malle au trésor des scientifiques, la base de données de cette espèce menacée. Surgit de nulle part, l'ombre d'un géant plane sur cette arène. C'est le requin-tigre, le plus grand prédateur des Caraïbes. Nicolas et Laurent gardent une distance respectueuse. Un, deux, puis trois de ces géants entament une valse lente et inquiétante. Ils décrivent des cercles comme des oiseaux de proie autour de leurs victimes. Une de ces grandes tortues qui migrent d'un rivage à l'autre de l'Atlantique. D'un coup de bec, elle peut infliger des terribles morsures. Prudents, les requins resserrent progressivement l'étau. La bête est blessée et les requins, eux, ont tout leur temps. Une tortue complètement Well, I got divers everywhere. Hold up. déchiquetée.
C'est assez pathétique parce que la tortue elle est en train d'agoniser. Il lui manque une nageoire. Et ils vont finir par la dévorer en entier. Elle peut plus en plus, elle peut plus sonder. Donc et même le plastron, ouais. Le plastron porte déjà les marques. Ouais. Donc ils vont finir par y arracher le plastron et tout manger. On a déjà retrouvé dans l'estomac de requins-tigres plusieurs carapaces de tortues entières. Donc en plus ils sont capables de se désarticuler la mâchoire et de les avaler. Ils sont gros, hein. C'est deux gros tigres. Ouais. C'est mis à l'eau. Je pensais sauter sur un dauphin. Et c'est deux gros tigres. Je me suis retrouvé nez à nez avec deux tigres. Ça calme, comme dirait l'autre. C'est pas les mêmes plongées. Hein. C'est triste en plus. Hein. C'est triste parce que t'as envie d'intervenir. Tu peux rien faire, elle est foutue. Là on l'a quand même pas mal contrarié parce que les deux étaient vraiment sur la tortue. Ouais. Finalement quand on s'est mis sous l'eau, ils ont tourné très loin. On a interrompu la dernière phase. Ils sont venus nous renifler. Terrible parce que c'est une question de minutes là. Le requin-tigre c'est un des requins les plus puissants. Hein. Même une tortue comme ça, blindée, carapassonnée, ça ne résistera pas plus de quelques minutes de plus et elle est en pièces. C'est une des proies les plus convoitées quand même, la tortue de mer, pour peu qu'elle soit un peu blessée. Par contre, il ne faut pas sous-estimer la tortue. Hein. La tortue est capable d'infliger des blessures au requin-tigre violentes. Hein. Avec son bec, elle est capable de se retourner, de mordre sur le nez, là où il a tout son système sensoriel. Donc c'est vraiment comme un court-circuit, tu vois. On voit quand même qu'il y a différentes catégories de requins. Hein. Ce requin-là, il porte en lui sa puissance, son efficacité. C'est un mangeur de tortues, mais c'est aussi un mangeur de requins. Il fait partie des deux plus gros, hein, le requin blanc, le requin tigre. C'est les plus gros carnassiers qu'on ait. Quoi, hein. Impressionnant. Les Bahamas sont encore telles qu'Ernest Hemingway les a décrites. Des eaux bleues, cristallines et grouillantes de vie, l'horizon à l'infini. La majorité de l'archipel, quelques 700 îles et quays, dispersées sur 800 km au sud-est de la Floride, est épargnée par l'industrialisation. Les deux bateaux partent en quête de la plus mythique des créatures des Caraïbes, le dauphin. Ce sont eux, les dauphins tachetés et les tursiopes, qui décident toujours du lieu et du moment de la rencontre avec l'homme. Jour faste pour les explorateurs. Un banc de dauphins leur fait escorte, comme il le faisait déjà pour les premiers navigateurs. Neutral. Get dive. Dans ce désert blanc noyé sous les eaux, les proies sont rares. Les dauphins ont dû inventer des stratégies de chasse adaptées à cet univers paradisiaque et désolé. Pour augmenter leurs chances, ils chassent en bande et communiquent en permanence. Les tursiopes émettent des ultrasons et scannent mètre par mètre l'étendue de sable à la recherche des poissons enfouis. La cible, une fois localisée, est bombardée à bout portant par un faisceau de cliquetis émis plusieurs centaines de fois par seconde. But de la manœuvre, assommer le poisson à distance.
Reste alors au dauphin à fouiller le sable, parfois jusqu'à 1 mètre de profondeur, pour avaler son mets préféré, le poisson rason. Nicolas et Laurent se font les observateurs silencieux d'une gestuelle peu connue des hommes. Dans leur monde en apesanteur, les dauphins dévoilent la complexité d'une communication très élaborée. Ils combinent les sons, les mouvements, la position du corps et l'émission de bulles pour communiquer. Lorsque les scientifiques parlent des dauphins, ils emploient les termes de vision acoustique, de signature sonore, de vocalises sophistiquées. En un mot, le langage. Les dauphins tachetés, plus petits en taille que leurs cousins, partagent les mêmes eaux. Ils naviguent ici toujours en famille. Les bébés dont la peau n'est pas encore tachetée apprennent au contact de leur mère à trouver leur nourriture et à reconnaître la signature sonore du groupe. Les femelles utilisent souvent leurs nageoires pour caresser leurs petits durant ces premières années. Ce langage du corps renforce la cohésion au sein du banc. Selon qu'il montre son ventre ou son dos, qu'il se tourne vers le ciel ou pointe son rostre vers le sable, le dauphin exprime 1000 nuances auxquelles viennent s'ajouter les vocalises et les sifflements. Festival des Bahamas, la croisée des rêves. Insensé, parce que tu as une eau, des eaux les plus transparentes qu'on puisse faire. Avec le fond de sable qui reflète toute la lumière. Toute la vie s'organise ici. Hein. C'est à la fois le réfectoire pour les dauphins, les turciopes et les tachetés. Et curieusement, 2 espèces de dauphins mélangés. Et qui cohabitent avec les requins nourrices. Alors ça, incroyable. Ouais. Incroyable. Et puis là, on a eu du comportement, et du comportement rare, parce que de voir des dauphins, le rostre fiché comme ça, fouiller le sable, moi j'avais jamais vu ça. Et ce qui est magnifique, c'est que tout est imprégné de jeu, un jeu cruel. Mais tout est imprégné de jeu parce que à peine il a assommé ce poisson, on pourrait penser qu'il va l'attraper tout de suite, mais non, il joue un peu. Il y a de l'éducation, on voit les mères qui laissent attraper le petit derrière. C'est bluffant. On a vu ça, on a eu de la séduction, on a eu de la reproduction, de la sexualité pure. Ouais, et même j'ai vu un mâle qui, avec sa nageoire pectorale, caressait le sexe de la femelle. Incroyable. On a toujours dit que les dauphins jouaient, et de temps en temps se reproduisaient. Puis comme la plupart des mammifères, c'est marrant parce que il y a des moments où on s'exténue à tenter de les approcher, et au moment où on va renoncer, ils sont dans le dos, et là, ils engagent une sorte de dialogue. À 2 reprises, moi j'avais la main tendue, et puis c'est lui qui est venu se coller sur la main. Et il faut reconnaître qu'on ne peut pas résister, que quand on pose la main comme ça sur le... Voilà, on va pas vers eux, mais c'est eux qui viennent au contact. Ce qu'on peut peut-être essayer, maintenant qu'on a établi le contact en apnée, comme ils sont assez ludiques, les petits scooters électriques, pour voir si on peut essayer de faire quelque chose avec eux. Là, pour le coup, on va prendre les bouteilles. Il n'ira pas aussi vite qu'eux, mais... Nicolas et Laurent tentent une dernière fois de communier avec les dauphins tachetés.
Ces derniers semblent apprécier le rythme rapide des plongeurs. Dauphins et hommes entament une joyeuse et vertigineuse chorégraphie. Je sais pas s'il y a de l'humain chez le dauphin ou s'il y a du dauphin chez l'humain, mais en tout cas on a quelque chose en commun, ça c'est sûr. Là, il y avait de la Et là on se retrouve dans le jeu. Il y avait de la connivence. Tu descends comme ça, tu remontes, tu passes sur le dos, les 3 dauphins ils te serrent. Mais j'ai touché 10 fois moi. Oui, il y a eu 2-3 fois, je savais plus où était le fond de la surface, à force de cabrioler avec eux. Je savais plus du tout où j'étais moi-même. 2-3 fois j'ai vu le sable arriver, oh c'est là qui savent jouer, ça c'est certain. Puis là on se parle. On se parle, on est du même monde. Puis ils demandent que ça. C'est comme des gamins, tu commences à jouer avec eux. Ça s'arrête plus. Et ça s'arrête plus, ça ne s'arrête plus. Ah non mais c'est magnifique parce que... Et leur excitation est telle qu'à un moment donné, eux-mêmes ont des maladresses. 2-3 fois j'en ai vu se percuter comme ça. C'est incroyable. Ouais, c'est comme des gamins que tu contrôles plus. Oh là là. Remarque, nous, on ne contrôlait pas beaucoup non plus. Ouais, d'ailleurs, 2-3 fois, on a failli les collisions entre nous. Souvent, c'est priorité à droite. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Et à un moment d'excitation, j'ai mis mes 3 doigts dans l'hélice. Je crois que j'ai perdu quelques points à mon permis là. Ah non, voilà, c'est un message d'amour extraordinaire. Enfin, c'est tant de beauté, de fluidité. Ah, super. Merci les dauphins. Le livre de l'histoire tourmentée des Caraïbes se referme ici, sur ce désert blanc immaculé et apaisé. Mais pour combien de temps encore? Les caprices de l'homme et ceux du climat peuvent faire basculer ce paradis. Ah là, on a écrit encore une très jolie page qui va venir s'ajouter au carnet d'Ushuaïa. Et ces Caraïbes, au moins, ont eu le mérite de replacer l'homme dans son univers complexe et agité. Regardez ça. Soumis, on l'a vu, aux forces phénoménales de la nature, cette nature qui parfois nous rappelle à l'ordre et nous oblige à une certaine humilité. Une nature dont on a vu aussi que l'équilibre passe parfois par la mort et la souffrance, mais en gardant à l'esprit que dans le monde animal, la cruauté n'existe pas. C'est notre apport culturel qui a créé cette sinistre fantaisie qui fait qu'aujourd'hui, certains peuvent encore éprouver du plaisir à ôter la vie. En tout cas, dans cet immense mouvement, dans ce grand tourbillon de la vie, les dauphins occupent une place particulière, peut-être parce qu'ils sont une référence indispensable, apaisante, rassurante, et surtout, peut-être aussi parce qu'ils sont quelque part la projection de tous nos désirs. Cette grâce simple de la nature provoque définitivement l'euphorie. Très certainement parce que quelque part au fond de nous, ils touchent à quelque chose d'essentiel, d'engourdi, d'enfoui que leur contact et leur présence révèlent et réveillent. D'abord, un sentiment d'appartenance. Les dauphins nous relient à tout, comme s'ils étaient des intermédiaires indispensables entre nous et le monde animal. Un immense esprit de liberté, mais je dirais peut-être plus encore un appétit de simplicité
de sobriété et de frugalité, autant de choses que notre réalité parfois hideuse du monde factice que nous construisons nous éloigne et nous prive petit à petit. Il y avait une très belle formule de Nietzsche. Il disait « Je considère papillons et bulles de savon comme les plus experts en l'art du bonheur ». Ben, je pense que si Nietzsche, comme nous, avait croisé les dauphins, il aurait mis ceux-ci en tête de sa liste. Bonsoir.